Chapitre 1, le masque de la médiocrité. Léo Jensen ajusta son uniforme de sécurité et regarda sa montre. Un autre quart de travail de 12 heures aux portes du complexe industriel de Riverside. Pour quiconque l'observait, il n'était qu'un homme d'âge moyen comme les autres, avançant péniblement dans la vie, invisible et sans histoire. L'autre garde l'appelait le vieux Léo, celui qui se tenait tranquille et ne causait jamais d'ennui. Mais Léo Jensen était loin d'être ordinaire. 23 ans plus tôt, il était capitaine Léo Jensen, de l'unité d'opération spéciale la plus secrète de l'armée. Son unité n'existait pas sur le papier, et leur mission était si profondément enfouie que même les historiens militaires ne les retrouveraient jamais. Quand le gouvernement avait besoin d'éliminer quelqu'un sans laisser de traces. Quand ils avaient besoin de renseignements extraits de situations impossibles. Quand ils avaient besoin d'un fantôme capable de traverser le territoire ennemi et d'en ressortir sans laisser d'empreinte digitale. Ils appelaient l'équipe de Léo. La transition vers la vie civile avait été le choix de Léo. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Après que Monica Browning était tombée enceinte d'Emma, il avait demandé une réaffectation à un poste de bureau, puis finalement une séparation. Il voulait être père, mari. Il voulait une vie normale. Monica avait été infirmière à l'hôpital militaire où Léo avait été soigné après une mission en Europe de l'Est qui avait mal tourné. Elle était belle, attentionnée, et tout ce qu'il pensait désirer après des années de violence et d'ombre. Il s'était marié rapidement, et Emma était arrivée 8 mois plus tard. Pendant 22 ans, Léo avait joué ce rôle à la perfection. Le mari dévoué qui travaillait dans la sécurité pour subvenir aux besoins de sa famille. Le père qui assistait à toutes les pièces de théâtre et à tous les matchs de foot de l'école. L'homme qui se mordait la langue lorsque Monica faisait des remarques acerbes sur son manque d'ambition devant ses amis. Il avait vu sa fille devenir le reflet de sa mère. Belle, prétentieuse et de plus en plus méprisante envers l'homme qui avait tout sacrifié pour eux. Emma s'était engagée dans l'armée elle-même, mais comme officier par le biais du RODC universitaire, et non par le biais du rang comme son père l'avait fait à l'origine. Elle s'assurait que tout le monde comprenne la différence. Le téléphone de Léo a craqué. Un SMS de Monica. La fête de fiançailles d'Emma a lieu la semaine prochaine. Essaie d'être présentable pour une fois. Gordon sera là. Gordon Martinez, l'ami de Monica à l'hôpital où elle travaillait désormais comme chef des soins infirmiers. Léo connaissait Gordon depuis 8 mois. Il savait pour les réunions de l'après-midi au Riverside Motel, pour les appels téléphoniques tard le soir que Monica pensait ne pas entendre, pour la façon dont Gordon regardait sa femme comme si elle était déjà à lui. Mais Léo savait aussi des choses que Monica et Gordon n'imaginaient pas. Il savait que la patience est une arme. Il savait que la meilleure vengeance est celle qui se prend quand la cible a le plus à perdre. Il savait qu'il faut parfois laisser croire aux gens qu'ils gagnent avant de les détruire complètement. Alors que Léo s'installait dans sa cabine de sécurité, il ouvrit son ordinateur portable et commença à taper un message crypté à un contact auquel il n'avait pas parlé depuis 15 ans. Le message était simple, le berger a besoin de son troupeau. Êtes-vous disponible pour une consultation? La réponse arriva dans l'heure. Toujours prêt pour le berger. Quelle est la cible? Léo sourit pour la première fois depuis des mois. Le berger qui avait été son signe distinctif à l'époque des opérations secrètes. Son équipe avait été dispersée à travers le monde après la dissolution officielle de leur unité, mais les liens tissés par le sang et les missions secrètes ne s'étaient jamais vraiment brisés. 2 brebis qui ont besoin d'apprendre à connaître les loups, répondit-il. Son téléphone sonna. Monica, Léo, n'oubliez pas que l'essayage de la robe d'Emma est demain. Et s'il vous plaît, pour une fois dans votre vie, essayez de ne pas nous mettre dans l'embarras. Gordon amène son fils. Il est médecin, vous savez, contrairement à certains qui ont excellé au lycée. Je serai là, dit Léo doucement. Et Léo, Emma vous a expressément demandé de ne pas porter ce costume bon marché. Peut-être juste pour cette fois, vous pourriez faire un effort. La ligne fut coupée. Léo regarda son reflet dans la vitre sombre du poste de sécurité. Demain commencerait le dernier acte d'un mariage terminé depuis des années, et le mariage d'Emma serait le décor idéal pour que le rideau tombe. Il ouvrit une autre chaîne cryptée sur son ordinateur portable et commença à taper un autre type de message. Celui-ci était destiné à un contact des services de renseignement qui avait plusieurs dettes envers Léo. Il fallait vérifier les antécédents de Gorda Martinez, 47 ans, chef du service de cardiologie de Riverside Général. Il fallait aussi des moyens de surveillance. Une équipe de 3 personnes minimum. Le budget n'était pas un problème.
Certains masques servaient à cacher une faiblesse. D'autres à dissimuler des prédateurs. Après 22 ans de sous-estimation, Leo Jensen était prêt à montrer à sa famille ce avec quoi ils avaient vécu depuis toujours. Chapitre 2. La façade parfaite. L'essayage de la robe eut lieu dans la boutique de mariage la plus chère de Riverside. Léo arriva pile à l'heure, comme toujours, vêtu du même costume bleu qu'il avait porté à chaque réception familiale ces 5 dernières années. Il regardait par la fenêtre Monica et Emma s'affairer autour de la soie et de la dentelle. Leur rire résonnait à travers la vitre. Gordon Martinez était déjà à l'intérieur, tenant la cour comme s'il était le maître des lieux. Il était beau, avec cette grâce que cultivaient les hommes qui réussissent. De l'argent aux tempes, des vêtements coûteux parfaitement ajustés, et ce sourire confiant qui disait qu'on ne lui avait jamais refusé quoi que ce soit. « Papa » lança Emma à l'entrée de Léo. « Viens voir cette robe. Mais je suppose que tu ne comprendrais pas la différence entre la soie et le polyester. » Le personnel de la boutique rit poliment. Gordon ricana et passa un bras autour de la taille de Monica. Un geste que Léo remarqua de plus en plus audacieux en public. « En fait, dit Léo doucement. Je vois la différence. C'est la soie de Charmu. Probablement du 19 mom. Bon choix. » Emma cligna des yeux, surprise. Monica parut agacée que Léo ait dit quelque chose d'informé plutôt que d'embarrassant. « Salut » commença Emma. « Je suis attentive » dit simplement Léo. Gordon s'avança et lui tendit la main. « Gordon Martinez, je ne pense pas que nous ayons été présentés correctement. » Léo serra la main de l'homme, remarquant la famille. Ma vraie famille. Le divorce pour Monica avait été finalisé 3 mois plus tôt. Elle n'avait rien pris sauf ses effets personnels et avait disparu dans sa nouvelle vie à Phoenix. Léo avait entendu par le biais de connaissances mutuelles qu'elle travaillait dans une petite clinique et ne ressentait pas de Gordon. A été condamné à 8 ans dans la prison fédérale, la fraude et le vol d'identité. Qui j'étais vraiment? Travail, Emma. Vous êtes devenue une femme forte, intelligente et capable. Le fait que vous soyez ingrat pendant un certain temps ne diminue pas ce que vous avez accompli. Emma était silencieuse pendant un moment. Je t'aime, papa. Le vrai vous. Je t'aime aussi. Buste du téléphone de Léo. Un texte de Carrie. Nouveau contrat. Cible de valeur élevée en V en Europe de l'Est. Intéressé? Léo regarda sa fille qui lisait le message sur son épaule. Que pensez-vous? Il a demandé. Je pense, dit lentement Emma, que le monde a besoin de gens comme vous. Les gens qui peuvent faire les choses que les autres ne peuvent pas ou ne font pas, même si ces choses sont illégales, surtout si elles sont illégales, a dit Emma fermement. Certains problèmes ne peuvent pas être résolus par le biais de canaux officiels. Léo sourit et tape à Carrie. Envoyez-moi les détails. Alors qu'Emma partait pour rencontrer David pour le déjeuner, Léo a marché jusqu'à son étude et a ouvert un classeur sécurisé. À l'intérieur se trouvait Mantoto de ses années avec Task Force Reaper. Des photos, des mendices de mention et des rapports de mission qui n'existaient pas officiellement. Mais au devant de la collection était quelque chose de nouveau. Une photo de la 2e réception de mariage d'Emma. Pas la catastrophe du country club élaboré, mais la petite cérémonie intime qu'elle et David avaient tenue après son retour du Montana. Sur la photo, Emma dansait avec son père tandis que David regardait avec une approbation évidente. Elle souriait véritablement, fièrement alors qu'elle présentait Léo à ses amis militaires comme mon père, le héros de guerre. Cela avait pris 22 ans, mais Léo avait finalement la famille qu'il avait toujours voulu, une fille qui le respectait, un gendre qui l'a compris, et un avenir qui détenait des possibilités au lieu de regrets. Le gardien était parti pour toujours. Le berger était revenu, et pour la première fois depuis des décennies, Léo Jensen était exactement ce qu'il était censé être. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Peau douce de quelqu'un qui n'avait jamais fait de travail physique, la montre chère, la façon dont le regard de Gordon ne le croisait jamais vraiment. Dans la vie antérieure de Léo, c'étaient des signes qui désignaient quelqu'un comme un lâche ou un prédateur. Parfois les deux. Léo Jensen. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Que de bonnes choses, j'espère, dit Gordon avec ce sourire d'entraînement. J'en suis sûr, répondit Léo, ce qui aurait pu vouloir dire n'importe quoi. Monica apparut à côté d'eux, resplendissante dans une robe de créateur qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de Léo. Gordon,
Tu te souviens que je t'avais dit que Léo travaillait à la sécurité? Il est gardien à l'entrée du complexe industriel. Il y avait encore ce ton. Celui qui s'assurait que tout le monde comprenne que son mari était inférieur à eux tous. Léo l'avait entendu tellement de fois qu'il n'en ressentait plus la douleur. Mais il n'arrêtait jamais de répertorier chaque cas. Le travail de sécurité est important, dit Gordon avec cette condescendance réservée aux enfants et aux personnes handicapées mentales. Quelqu'un doit surveiller les portes, n'est-ce pas? Quelqu'un doit le faire. Léo acquiesça. Emma sortit de la loge en robe de mariée, et pendant un instant, Léo oublia tout le reste. Elle était belle, radieuse comme toutes les mariées se doivent de l'être. L'espace d'un instant, elle ressembla à la petite fille qui s'endormait sur sa poitrine pendant qu'il lui lisait des histoires. « Oh, ma chérie », souffla Monica. « Tu es parfaite. » « Le major Henry va perdre la tête en te voyant », ajouta Gordon. Emma rayonnait. « David récupère son uniforme aujourd'hui. Tu y crois? Je vais être la femme d'un major. » « C'est bien mieux que d'être mariée à un soldat », dit Monica en jetant un regard à Léo. « Les officiers sont une classe à part. » Léo ne dit rien. Il a connu beaucoup d'officiers durant sa carrière militaire. Certains ont été d'excellents chefs. D'autres étaient des lâches incompétents qui se cachaient derrière leur grade tandis que des hommes meilleurs mouraient sous leurs ordres. Le grade ne signifiait rien quand les balles commençaient à siffler. Mais le major David Henry n'était pas de ces lâches. Léo avait fait ses recherches après l'annonce des fiançailles d'Emma. Henry avait servi 2 fois en Afghanistan, avait été décoré pour sa bravoure et, de l'avis général, était un homme bon et un bon soldat. Léo respectait vraiment son futur gendre, ce qui rendait la situation d'autant plus compliquée. « Papa, tu es terriblement silencieux, » dit Emma. « Tu ne me trouves pas belle? »« Tu es belle, » dit Léo sincèrement. « Comme toujours. » Une lueur passa sur le visage d'Emma, peut-être. Surprise par la sincérité de sa voix, elle disparut rapidement, remplacée par son habituelle expression dédaigneuse. « Eh bien, essaie de t'en souvenir quand tu seras devant l'autel, » dit-elle. « Je ne veux pas que tu pleures ou que tu fasses une scène. C'est censé être élégant. » « Je m'en souviendrai, » dit Léo. Le propriétaire de la boutique s'approcha avec une tablette et montra à Emma des photos de coiffure. Tandis que les femmes se pressaient autour de l'écran, Gordon se rapprocha de Léo. « Vous savez, » dit Gordon doucement. « Monica a mentionné que vous étiez à court d'argent. Si vous avez besoin d'aide pour les frais de mariage. »« Tout va bien, » dit Léo. « Je veux juste que Monica soit heureuse. Vous comprenez? Elle mérite le meilleur. » Léo se tourna pour regarder Gordon directement pour la première fois. Oui, c'est vrai. Il y avait quelque chose dans le ton de Léo qui fit reculer Gordon l'espace d'une seconde. Le cardiologue vit quelque chose dans le regard du gardien qui ne correspondait pas au récit qu'il avait construit, quelque chose qui semblait presque dangereux. Mais Léo détourna le regard, et Gordon se persuada qu'il l'avait imaginé. L'après-midi avançant, Léo écouta sa famille organiser un mariage qu'il paierait, mais où il ne serait pas le bienvenu. Il écouta Gordon donner son avis sur les fleurs et les lieux, comme s'il avait le droit d'être impliqué. Il écouta Emma parler de son avenir tout en faisant fi de son passé, et il continuait à planifier. Ce soir-là, Léo était assis dans sa voiture devant le motel où Monica rencontrait Gordon tous les mardis et jeudis. Il n'avait pas besoin de les voir ensemble. Il avait suffisamment de preuves pour détruire leur carrière et leur réputation. Mais ce soir-là, il ne s'agissait pas de recueillir des renseignements. Ce soir-là, il s'agissait de comprendre parfaitement ses cibles. Par la fenêtre de la chambre 237, il regardait sa femme, après 22 ans de mariage, trahir ses vœux avec une aisance maîtrisée. Il regardait Gordon traiter Monica comme une conquête plutôt que comme une personne. Il observait 2 individus qui se croyaient intelligents manipuler quelqu'un qu'ils considéraient comme trop stupide pour le remarquer. Ils ignoraient qu'ils étaient surveillés par quelqu'un qui avait passé des années à apprendre à tuer sans laisser de preuves. Le téléphone de Léo vibra. Un SMS de son contact des renseignements. Martinez, propre en surface. Creusez plus profondément. Équipe de surveillance en position de main. Un autre SMS d'un autre contact. Shepard a entendu dire que vous étiez de nouveau actif. Besoin d'un nid. Un nid. Un refuge. Un lieu intraçable. Le genre d'endroit où l'on pouvait emmener des gens pour des conversations tranquilles, à l'abri des regards indiscrets. Non pas encore.
Léo répondit par SMS. Mais bientôt. Alors que Monica et Gordon terminaient leurs affaires dans la chambre de motel, Léo démarra sa voiture et rentra chez lui. Il avait un mariage à organiser et tout devait être parfait. Après tout, on n'a qu'une seule chance de révéler qui l'on est vraiment. Chapitre 3. La révélation du jour du mariage. Le mariage eut lieu au country club le plus prestigieux de Riverside, par un après-midi d'octobre parfait. Léo avait tout payé. Les fleurs, le traiteur, l'orchestre, le photographe, tout en écoutant Monica et Emma se plaindre de ses choix mesquins à chaque étape. Il se tenait devant l'hôtel, vêtu de son smoking de location, regardant Emma descendre l'allée au bras de Gordon. Monica avait insisté pour que Gordon la donne, car il était de toute façon plus une figure paternelle. Léo avait accepté sans discuter, ce qui avait surpris tout le monde. Le major David Henry était magnifique dans sa tenue de cérémonie. Le jeune homme avait essayé de parler à Léo à plusieurs reprises pendant les fiançailles, mais Emma et Monica l'avaient toujours interrompu, détournant la conversation du père embarrassant de la mariée. La cérémonie se déroula sans accroc. Emma et David échangea des vœux d'honneur, de fidélité et d'engagement à vie. Léo écouta chaque mot, songeant à l'ironie de voir sa fille jurer fidélité alors que l'amant de sa mère se tenait là où son père aurait dû être. Pendant la réception, Léo regarda sa famille célébrer sans lui. Il s'assit à une table au fond avec les proches âgés de Monica, ce qui n'était pas assez important pour s'asseoir plus près de la table d'honneur. Monica tenait le cordon à la table principale, Gordon à ses côtés, tous deux rayonnant de la satisfaction de ceux qui pensaient s'en être tirés. Emma dansa avec son nouveau mari, puis avec Gordon, puis avec un cortège de jeunes officiers qui, tous, lancèrent un regard poli à Léo lors des présentations. Pour eux, il n'était que le gardien de la porte qui avait, d'une manière ou d'une autre, donné naissance à cette femme belle et accomplie. Mesdames et messieurs, le DJ annonça que c'était l'heure de notre traditionnelle danse père-fille. Cependant, on m'a dit que nous organiserions quelque chose d'un peu différent ce soir. La mariée a demandé à son mentor et ami de la famille, le docteur Gordon Martinez, de l'organiser. L'honneur à la place. La foule applaudit tandis que Gordon conduisait Emma sur la piste de danse. Léo resta assis, regardant sa fille sourire à l'homme qui dormait avec sa mère. Monica rayonnait depuis la table d'honneur, enregistrant tout avec son téléphone. Après la danse, Emma prit le micro pour son discours. « Je tiens à vous remercier tous d'être présents aujourd'hui », commença-t-elle, rayonnante dans sa robe de créateur. Dave et moi sommes tellement reconnaissants pour tout votre amour et votre soutien. Je tiens tout particulièrement à remercier ma mère qui m'a appris qu'une femme ne doit jamais se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Applaudissements. Monica s'essuya les yeux avec un mouchoir. Et je tiens à remercier Gordon Martinez, qui a été comme un vrai père pour moi. Il m'a montré à quoi ressemble un homme qui réussit, ce qu'une femme est en droit d'attendre d'un partenaire. Nouveaux applaudissements. Gordon se leva et s'inclina légèrement, jouant le héros humble. Emma marqua une pause, son regard se posa sur Léo au fond de la salle. Mon père biologique est là aussi. Bien sûr, il va bien, ce n'est qu'un gardien, mais je suppose que tout le monde doit venir de quelque part, non? La salle éclata de rire. Certains invités se tournèrent vers Léo avec une pitié amusée. Monica sourit et murmura quelque chose à Gordon qui rit et secoua la tête. Je veux dire, qui voudrait de lui? Poursuivit Emma, ivre d'attention et de champagne. Il n'a jamais rien accompli, n'est jamais allé nulle part, n'a jamais été quelqu'un d'important. Les rires redoublèrent. Léo resta parfaitement immobile, les mains jointes. Ses genoux. Soyons honnêtes, lança Monica depuis la table d'honneur, sa voix portant clairement dans le silence momentané. Il est la honte de cette famille. La salle devint complètement silencieuse un instant, puis explosa de rires choqués et de halètements. Certains invités semblaient gênés par l'ampleur des moqueries, mais la plupart semblaient croire que c'était pour rire. Le major David Henry se leva brusquement, le visage rouge de colère et d'embarras. Ça suffit, dit-il fermement. Mais Emma était sur la lancée, se nourrissant de l'énergie de la foule. Oh, David, ça va. Tout le monde connaît la vérité. Mon père n'est personne de spécial. Justin, en fait, interrompit le major Henry, sa voix tranchant les rires comme une lame. C'est le soldat le plus décoré que j'ai jamais rencontré. La salle redevint silencieuse, mais cette fois le silence semblait différent, plus pesant. Emma cligna des yeux, perplexe. De quoi parlez-vous?
Le major Henry regarda Léo droit dans les yeux, et pour la première fois de la soirée, Léo lui rendit son regard. Il y avait de la reconnaissance dans les yeux du jeune officier, le genre de reconnaissance que l'on ressent entre guerriers qui ont parcouru des chemins similaires. Votre père, dit lentement David, est le capitaine Léo Jensen, ancien commandant de la Task Force Reaper, médaille d'honneur du Congrès, Silver Star avec 3 insignes, Purple Hat avec 2 insignes, citation pour héroïsme exceptionnel. L'homme assis au fond de cette salle a tué plus d'ennemis de ce pays que toutes les personnes présentes réunies. Le silence était assourdissant. Emma avait pâli. Monica avait l'air d'avoir reçu une gifle. C'est impossible, dit Gordon d'une voix légèrement brisée. Ce n'est qu'un agent de sécurité. La Task Force Reaper était classée au-dessus de mon niveau d'habilitation jusqu'au mois dernier, poursuivit David d'une voix de plus en plus forte. Je ne l'ai découvert qu'en consultant les dossiers du personnel pour ma nouvelle affectation. Savez-vous ce que faisait la Task Force Reaper? Personne n'a répondu. C'étaient des fantômes. Des spécialistes de l'insertion profonde. Des hommes qui allaient dans des endroits qui n'existaient pas pour éliminer des menaces qui n'auraient jamais dû s'y trouver. Ils ont sauvé plus de vies américaines que quiconque ne le saura jamais. Et ils l'ont fait sans aucune reconnaissance ni gloire. La voix de David se réduisit à un murmure qui, d'une certaine manière, portait dans tous les coins de la pièce. Votre père, Emma, est un véritable héros américain, et vous venez de l'humilier devant tous ceux qui comptent pour vous. La coupe de champagne d'Emma lui glissa des doigts et se brisa au sol. Le visage de Monica était devenu blanc. Gordon semblait sur le point de vomir. Léo se leva lentement de sa table au fond. Tous les regards étaient braqués sur lui. Mais l'expression de son visage était complètement différente de celle de toute la soirée. Le masque du gardien inoffensif avait disparu. À sa place, quelque chose fit instinctivement se redresser plusieurs autres officiers militaires présents. Emma, dit Léo doucement, sa voix portant clairement dans le silence. Monica, sa femme et sa fille le regardèrent toutes deux avec une expression d'horreur naissante. Vous avez raison sur un point, poursuivit Léo. Je ne suis personne de spécial. Je suis juste un homme qui a passé les 22 dernières années à regarder sa famille le détester pour être exactement ce qu'on lui demandait d'être. Il commença à marcher vers la table d'honneur et les gens s'écartèrent de son chemin sans s'en rendre compte. Mais tu te trompes sur autre chose, dit-il. Tu crois que j'ignore tout pour toi et Gordon, Monica? Tu crois que j'ignore tout pour le motel? Les mensonges? La façon dont tu prévoyais de me quitter une fois Emma installée. Monica haleta. Gornagon était complètement pâle. Tu me trouves faible, continua Léo, sa voix ne s'élevant jamais au-delà d'un ton de conversation. Tu me trouves stupide? Tu me trouves inoffensif? Il s'arrêta pile devant la tête, regardant sa femme et sa fille avec des yeux que plusieurs vétérans présents dans la pièce ne reconnurent que trop bien. Tu n'as aucune idée de qui je suis, dit Léo. Mais tu vas bientôt le découvrir. Emma s'évanouit. Monica attrapa le bras de Gordon comme si elle se noyait. Le major David Henry se mit au garde-à-vous et salua l'homme qu'il savait désormais lui avoir tout appris sur le métier de soldat, sans jamais dire un mot. Et Léo Jensen, le vrai Léo Jensen, sourit pour la première fois en 22 ans. Chapitre 4. Le jugement commence. La réception de mariage s'écroula comme un château de cartes après Emma. La moitié des invités s'enfuirent aussitôt, incapables de gérer le passage soudain de la moquerie cruelle à la révélation qu'ils venaient d'assister à l'humiliation d'un héros de guerre par sa propre famille. L'autre moitié s'attarda, attirée par cette fascination morbide qui accompagne les accidents de voiture et les exécutions publiques. Léo s'agenouilla près de sa fille inconsciente, vérifiant son pouls avec les gestes efficaces d'un médecin de guerre. Elle allait bien, juste le choc et un excès de champagne. Mais quand les yeux d'Emma s'ouvrirent brusquement et qu'elle vit le visage de son père à quelques centimètres du sien, elle hurla. « Éloigne-toi de moi !» hurla-t-elle en reculant précipitamment. « Tu me fais peur. » Léo se releva lentement. Et pour la première fois depuis des années, il ne chercha pas à se faire plus petit ou moins menaçant. L'homme qui émergea de derrière la façade du garde était quelqu'un qui avait appris à commander par sa présence plutôt que par son volume. « David, dit Léo doucement, sans quitter son visage des yeux. Ramène ta femme à la maison. Cette conversation est entre adultes. Le major Henry hésita, tiraillé entre la protection de sa nouvelle épouse et l'obéissance aux ordres d'un officier supérieur. La hiérarchie militaire était profondément ancrée en lui et tout dans l'attitude de Léo criait à l'autorité.
Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, Emma est désormais ma femme. Ma responsabilité. Léo hocha la tête d'un air approbateur. Bonne réponse. Mais Emma avait fait son choix ce soir. Elle avait choisi d'humilier publiquement l'homme qui avait financé ce mariage, qui avait abandonné une carrière pour laquelle la plupart des hommes tueraient, qui avait passé 22 ans à se faire passer pour inférieur parce que sa famille avait honte de ce qu'il était réellement. Emma se releva péniblement, soutenue par David. Vous nous avez menti. Vous nous avez fait croire que vous n'étiez personne. Je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit, répondit Léo. J'ai juste arrêté de corriger vos suppositions. Quand vous m'avez traité d'échec, je n'ai pas discuté. Quand vous avez dit que je ne valais rien, je ne me suis pas défendu. Quand vous m'avez traité comme si j'étais inférieur à vous, je vous ai laissé faire. Pourquoi, murmura Monica, parlant pour la première fois depuis la révélation. Léo se tourna vers sa femme, avec qui il était marié depuis 22 ans. Parce que je vous aimais tous les deux. Et je pensais que si je pouvais être ce que vous vouliez que je sois, vous pourriez m'aimer en retour. La douleur dans sa voix était sincère. Et pendant un instant, Monica sembla sur le point de pleurer. Puis Gordon s'avança d'un pas protecteur à côté d'elle. Et le visage de Léo se durcit à nouveau. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas, continua Léo. Et on ne peut pas respecter quelqu'un qu'on croit faible. Alors je suis devenu faible pour toi. Je suis devenu ordinaire pour toi. Je suis devenu quelqu'un qu'on pouvait rejeter, ignorer et finalement trahir, commença Léo Monica. Non. Ce seul mot coupa court à sa tentative d'explication comme une lame. Ne m'insulte pas en prétendant que c'est une nouvelle pour toi. Je suis au courant pour Gordon depuis 8 mois. Je suis au courant pour le motel, les mensonges, les projets que tu faisais après le mariage d'Emma. Gordon a enfin trouvé sa voie. Attends une minute. Léo le regarda et ce que Gordon vit dans ce regard le fit reculer. Docteur Martinez, il faut qu'on parle. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, dit Gordon d'une voix plus aiguë que d'habitude. Je ne demandais rien. Les mots étaient prononcés à voix basse, mais quelque chose dans le ton de Léo laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'une demande. Plusieurs des invités restants avaient leur téléphone en attente pour tout enregistrer. Les réseaux sociaux seraient en effervescence d'ici 1 heure. C'est le mariage de ma fille, dit Monica d'un ton désespéré. On ne peut pas en discuter en privé. Le mariage de votre fille s'est terminé lorsqu'elle a décidé d'humilier son père pour le plaisir d'inconnu, répondit Léo. Ce qui se passe maintenant est tout autre. Emma pleurait, accrochée au bras de David. Je ne savais pas. Comment étais-je censé savoir? Tu n'étais pas censé savoir ce que j'avais fait. Léo dit, tu étais censé savoir qui j'étais. Mais tu n'as jamais pris la peine de le savoir, n'est-ce pas? Aucun de vous ne m'a jamais posé de questions sur mon passé, mes rêves, mes expériences. Vous avez juste décidé que j'étais ennuyeuse et inutile, et vous en êtes resté là. La vérité frappa Emma comme un coup de massue. Elle réalisa qu'elle ne se souvenait d'aucune conversation avec son père sur sa vie avant sa naissance. Elle ne lui avait jamais posé la question, car elle n'avait jamais pensé qu'il y avait quelque chose d'intéressant à savoir. Je veux rentrer à la maison, murmura-t-elle. C'est ta maison maintenant, dit Léo en désignant David. Avec ton mari, l'homme qui t'a honoré ce soir en défendant ton père alors que ta propre famille refusait. David se redressa. Monsieur, j'aimerais vous parler en privé une fois ce sera terminé. J'ai des questions. J'apprécie, dit Léo. Vous êtes un homme bien, David. Prenez soin de ma fille. Elle aura besoin de vous dans les jours à venir. Qu'est-ce que cela signifie, demanda Emma. Léo ne répondit pas. Il se tourna plutôt vers les autres invités du mariage, sa voix imprégnée de l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Mesdames et messieurs, je vous présente mes excuses pour avoir perturbé ce qui aurait dû être une célébration. Ceux d'entre vous qui souhaitent partir doivent le faire maintenant. Ceux d'entre vous qui restent seront témoins de ce que 22 ans de patience ont préparé. La plupart des invités s'enfuirent. Seule une poignée resta. Quelques officiers militaires qui reconnurent l'inflexibilité dans la voix de Léo. Des membres de la famille trop abasourdis pour bouger. Et les collègues infirmiers de Monica, venus voir le mari raté enfin recevoir sa récompense. Ils allaient voir quelque chose de très différent. Léo se dirigea vers le bar et se servit un whisky. Il était resté sobre pendant tout le mariage, jouant le rôle du père responsable sous les moqueries de sa famille.
Mais ce spectacle était terminé. Gordon, dit-il sans se retourner. On va discuter. Monica, tu peux te joindre à nous ou partir. Mais si tu pars maintenant, tu ne reviendras pas, tu ne peux pas me menacer, dit Monica, mais sa voix tremblait. Léo se retourna et l'homme en face d'elle était quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas le mari soumis qui avait toléré son mépris pendant des années. Pas le père réservé qui avait accepté le renvoi de sa fille. C'était l'homme qui avait gagné une médaille d'honneur du Congrès dans des endroits qui n'existaient pas officiellement. Je ne te menace pas, dit Léo calmement. Je te laisse le choix. Le dernier choix que tu auras à faire quant à l'issue de tout ça. Monica regarda Gordon, pâle et en sueur malgré la climatisation. Elle regarda Emma, qui pleurait contre l'épaule de David. Elle regarda les autres invités qui l'observaient comme un spécimen au microscope. Puis elle regarda son mari, le regarda vraiment pour la première fois depuis des années, et vit quelque chose qui la glaça. Léo Jensen en avait assez de faire semblant d'être inoffensif. Chapitre 5. Le piège ressort. Monica choisit de rester, mais pas par loyauté ni par amour. Elle resta. Parce que quelque chose dans la voix de Léo lui disait que fuir ne ferait qu'empirer les choses. Gordon, cependant, n'avait aucune idée de ce qui se passait. Je ne suis pas obligé d'écouter ça, déclara Gordon en sortant son téléphone. Monica, on s'en va. Cet homme est clairement instable. Pose ce téléphone, Gordon, dit Léo sans élever la voix. J'appelle la sécurité, annonça Gordon en composant le numéro. Et ensuite, j'appelle la police. C'est du harcèlement, et je ne le ferai pas, le téléphone s'éteignit dans la main de Gordon. Éteint, complètement mort, comme si la batterie s'était instantanément vidée. Gordon le fixa, confus, puis leva les yeux et vit Léo tenir un petit appareil électronique. Un brouilleur de signal, expliqua Léo calmement. Militaire. Rien d'électronique ne fonctionne dans un rayon de 15 mètres. Pas de téléphone, pas d'appareil photo, pas d'enregistreur. Plusieurs invités sortirent leur téléphone et découvrirent la même chose, complètement morte. L'hypothèse confortable selon laquelle il ne s'agissait que d'une dispute conjugale qu'ils pouvaient filmer et partager en ligne s'évapora. Ils étaient piégés par ce qui allait se passer. C'est illégal, balbutia Gordon. Oui, c'est illégal, acquiesça Léo. Tout comme l'adultère dans une communauté militaire. Tout comme l'aliénation affective. Tout comme détruire délibérément la réputation de quelqu'un par de fausses déclarations. Il s'approcha de Gordon, qui recula jusqu'à se heurter au mur. Mais on ne parle plus de l'égalité, n'est-ce pas? On parle de conséquences. Tiens, s'il te plaît, dit Monica d'un ton désespéré. Rentrons à la maison et parlons-en en privé. On a eu 22 ans pour en parler en privé, répondit Léo. Tu as choisi de passer ce temps avec Gordon. Alors maintenant, nous allons parler publiquement. Il fit un geste vers les quelques invités restants, Emma et David, 3 autres officiers, 2 collègues infirmiers de Monica et le photographe de mariage, trop abasourdis pour partir. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'assister à la fin d'un mariage qui aurait dû se terminer il y a des années. Monica, voulez-vous dire à tout le monde quand votre liaison avec Gordon a commencé, ou devrais-je le faire moi-même? Le visage de Monica devint blanc. Nous n'avons jamais, il y a 8 mois, 2 semaines et 3 jours. Léo dit, en fait, mardi après-midi au Riverside Motel, chambre 237, vous m'avez dit que vous faisiez 2 gardes. La précision de ces informations frappa Monica comme une gifle. Comment avez-vous pu savoir ça? Parce que je vous ai suivi, Monica. Parce que je vous ai observé. Parce que j'ai tout documenté. Léo fouilla dans sa veste et en sortit une tablette. En quelques gestes, il projeta des images sur le mur grâce à un petit appareil caché dans les compositions florales. Les photos étaient accablantes. Monica et Gordon entrant ensemble dans le motel. On s'embrassait sur le parking, on en ressortait échevelé quelques heures plus tard. Les eurodatages indiquaient des dizaines de rencontres au cours des 8 derniers mois. Emma halta. Maman, comment as-tu pu? Ce n'est pas ce que ça paraît, dit Monica, désespérée. Vraiment, demanda Léo. Alors peut-être que Gordon voudrait expliquer à quoi ça ressemble. Gordon transpirait abondamment. C'est une atteinte à la vie privée. Tu ne peux pas. Je ne peux pas, dit simplement Léo. Parce que contrairement à toi, je comprends la loi.
Licence de détective privé délivrée sous mon vrai nom et habilitation de sécurité. Tout ce que j'ai fait est parfaitement légal. Tu es détective privé, demanda Emma, incrédule. Léo répondit notamment, que croyais-tu que j'ai fait pendant 20 ans avant de devenir un garde-barrière inutile? Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place pour Emma. Son père n'était pas seulement un soldat. Il savait recueillir des renseignements, planifier des opérations, éliminer des cibles, et elle commençait à réaliser qu'elle et sa mère venaient d'être classées comme cibles. Gordon Léo poursuivit, s'avançant vers le cardiologue terrifié. Veux-tu parler de ta femme à Monica? Le sang se vidait complètement du visage de Gordon. Quelle femme? Celle avec qui tu es toujours marié. Celle qui vit à Tampa avec tes 2 enfants. Celle qui te croit à une conférence médicale ce week-end. Monica tituba en arrière comme si elle avait été frappée. Quoi? Le docteur Gordon Martinez, annonça Léo à la salle, est un bigame. Depuis 3 ans. Son épouse légale, Julia Martinez, a signalé sa disparition le mois dernier lorsque Gordon a disparu pendant une semaine. Il s'avère qu'il était ici à Riverside en train de se forger une nouvelle identité. C'est impossible, murmura Monica. Léo passa de nouveau la tablette, et de nouvelles images apparurent sur le mur. Gordon. De vraies photos de mariage, sa femme et ses enfants, des documents publics attestant de son acte de mariage, leur compte bancaire joint, leur prêt immobilier partagé. Surprise, Monica. L'homme pour qui tu prévoyais de me quitter est déjà marié à quelqu'un d'autre. Félicitations. Tu es l'autre femme 2 fois. Gordon se précipita désespérément vers la sortie, mais se trouva bloqué par le major Henry, qui s'était dirigé vers la porte avec une précision militaire. Je ne pense pas que tu partes tout de suite, dit David froidement. C'est un enlèvement, cria Gordon. Non, dit Léo calmement. C'est une réunion privée où chacun est libre de partir à tout moment. Mais si tu essaies de partir, Gordon, je vais devoir passer quelques coups de fil. Un à ta femme à Tampa. Un au conseil médical au sujet de tes faux papiers. Un au FBI au sujet de l'usurpation d'identité. Un au fisc au sujet des 2 déclarations d'impôts que tu as remplies. Gordon s'affala sur une chaise, défait. Aïe. Comment ai-je su? Léo sourit. Ce n'était pas une expression agréable. Gordon, j'ai passé 20 ans à trouver des gens qui je ne voulais pas être retrouvés et éliminer les menaces à la sécurité nationale. Pensais-tu vraiment que je ne pourrais pas démasquer un petit escroc aux illusions de grandeur? Emma fixait sa mère avec horreur. Tu allais quitter papa pour cet homme, pour un criminel. Je ne savais pas, Monica pleurait. Non, dit Léo tristement. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais pris la peine de le savoir. Tout comme tu n'as jamais pris la peine de découvrir qui j'étais vraiment. Tu as vu ce que tu voulais voir et pris des décisions basées sur des fantasmes. Il se tourna pour s'adresser à nouveau à la salle. Mesdames et messieurs, ceci conclut la partie éducative de notre soirée. La suite est plus personnelle. Le brouilleur de signal s'est tu et les téléphones ont recommencé à fonctionner. Les invités restés étaient libres de partir, et la plupart l'ont fait rapidement et discrètement, comprenant qu'ils avaient assisté à quelque chose de bien plus qu'une simple dispute conjugale. Seuls Emma, David, Monica et Gordon sont restés. Maintenant, dit Léo en se versant un autre whisky. Parlons de l'avenir. Chapitre 6. Le prix de la trahison. Avec les autres invités disparus, la grande salle de bal du country club semblait caverneuse et froide. Les décorations de mariage, qui avaient semblé élégantes quelques heures plus tôt, ressemblaient maintenant aux vestiges d'un champ de bataille, ce que Léo remarqua avec justesse. Emma resta assise, stupéfaite, à côté de David, toujours vêtu de sa robe de mariée, mais semblant avoir vieilli depuis 1 heure. Monica se blottit sur une chaise en face de Gordon, affalée, la tête entre les mains, la tête dans les mains. À mon avis, commença Léo en contournant lentement la table tel un prédateur encerclant une proie blessée. Nous avons plusieurs problèmes à résoudre ce soir. Il s'arrêta derrière la chaise de Gordon. Premièrement, nous avons un bigame qui a commis de multiples crimes pour séduire la femme d'un autre. Gordon tressaillit, mais ne leva pas les yeux. Deuxièmement, nous avons une femme qui a passé 22 ans de mariage à élaborer sa stratégie de sortie tout en détruisant la relation de son mari avec sa fille. Le visage de Monica se décomposa. Léo, je ne l'ai jamais rencontré. Et troisièmement, poursuivit Léo, se plaçant derrière la chaise d'Emma.
Chaise. Nous avons une fille qui vient de découvrir que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille était un mensonge. David parla pour la première fois depuis la révélation. Monsieur, sauf votre respect, Emma a été élevée avec les informations qu'elle avait. Elle ne pouvait pas savoir ce qu'on ne lui avait pas dit. Léo hocha la tête d'un air approbateur, parlant comme un véritable officier. Protégez vos gens même lorsqu'ils ont tort. Je respecte cela, David. Il retourna au centre de la pièce. Mais la question demeure, que faisons-nous maintenant? Allons-nous tous faire comme si de rien n'était? Allons-nous retourner à nos mensonges confortables et attendre la prochaine trahison? Que veux-tu, Léo? Demanda Monica doucement. Qu'est-ce que je veux? Léo rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour. Il y a 22 ans, je voulais une famille. Je voulais quelqu'un à qui rentrer à la maison serait fier de ce que j'avais accompli au lieu d'avoir honte de ce que j'avais sacrifié. Je voulais une fille qui sache que son père était un homme digne de respect. Il sortit son téléphone, débloqué, et parcourut une série de SMS. Mais ce que je veux maintenant, c'est la justice. Quel genre de justice? Demanda Gordon d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Léo sourit, et c'était l'expression la plus effrayante que quiconque dans la pièce ait jamais vue. Le genre qui correspond au crime. Il lut sur son téléphone, message de Julia Martinez, la vraie femme de Gordon. Elle te piste grâce à tes reçus de carte de crédit. Elle est au courant pour la fausse conférence médicale. Elle est au courant pour le Riverside Motel. Et elle vient ici ce soir en voiture avec son avocat spécialisé en divorce et un agent du FBI très en colère qui se trouve être son frère. Gordon releva brusquement la tête. C'est impossible. Comment le saurait-elle? Parce que je le lui ai dit Léo simplement il y a environ 1 heure, juste après que j'ai envoyé les copies de tous tes dossiers financiers à l'ordre des médecins et au fisc. Espèce de salaud! Grogna Gordon en se levant d'un bond. Le changement chez Léo fut instantané. Le gardien au regard doux disparut complètement, remplacé par quelque chose qui figea Gordon en plein paléo ne bougea pas, n'éleva pas la voix, ne fit aucun geste menaçant. Mais soudain, l'air de la pièce devint dangereux. Assieds-toi, dit doucement Léo. Gordon s'assit. Monica, continua Léo, reprenant un ton conversationnel. J'ai aussi pris la liberté d'informer votre responsable des soins infirmiers de vos pauses déjeuner prolongées et de vos horaires suspects. Apparemment, avoir une liaison pendant les heures d'hôpital est un motif de licenciement. Monica halta. Tu ne l'as pas fait. Ma carrière. Ta carrière est le cadet de tes soucis. Léo l'interrompit. J'ai aussi demandé le divorce. Les papiers ont été remis à ta sœur cet après-midi, ainsi que les copies de toutes les preuves. L'histoire sera partout à Riverside demain matin. Papa, dit Emma d'une voix tremblante. Ça va trop loin. Léo se tourna vers sa fille. Et pendant un instant, son expression s'adoucit. Est-ce Emma? Est-ce que détruire ceux qui m'ont trahi est trop loin? Dis-moi, quelle justice serait appropriée pour 22 ans d'humiliation? Emma n'avait pas de réponse. Voilà ce qui va se passer, annonça Léo. Gordon, tu vas franchir cette porte et filer droit au commissariat. Nous allons avouer bigamie, usurpation d'identité et fraude fiscale. Si tu coopères pleinement, je m'assurerai que Julia sache que tu as avoué volontairement. Et si je ne le fais pas, demanda Gordon, alors le FBI t'arrêtera à l'aéroport si tu essaies de t'enfuir, dit Léo d'un ton neutre. J'ai déjà signalé ton passeport. Tu ne peux aller nulle part où je ne puisse te trouver. Gordon le regarda avec horreur. Qui es-tu? Je suis l'homme dont tu as essayé de voler la vie, répondit Léo. L'homme dont tu as séduit la femme par des mensonges et de fausses promesses. L'homme dont tu as contribué à détruire la famille. Il se tourna vers Monica. Tu as le choix. Tu peux contester le divorce et passer les 2 prochaines années à voir tous les détails de ta liaison diffusée et les procédures judiciaires, ou tu peux signer les papiers discrètement et disparaître avec le peu de dignité qui te reste. Où suis-je censé aller? Chuchota Monica. N'importe où sauf ici, dit Léo froidement. Tu as coupé les ponts ce soir, Monica. Il n'y a pas de retour en arrière possible, Emma retrouva enfin sa voix. Et moi? Et ta fille? L'expression de Léo devint infiniment triste. Et toi, Emma? Tu as clairement montré ce soir que tu avais honte de moi, que tu me trouvais inutile, que tu aurais préféré que Gordon soit ton père plutôt que moi. Je ne voulais pas, si.
Léo l'interrompit doucement. Et c'est vrai. Tu es une adulte, une femme mariée, un officier de l'armée américaine. Tu n'as pas besoin d'un père qui te gêne. Des larmes coulèrent sur le visage d'Emma. Je suis désolé. Je ne savais pas si j'avais su. Si tu avais su quoi? Que je méritais le respect. Que j'avais accompli des choses. Que j'avais tout sacrifié pour ton bonheur. Léo secoua la tête. Emma, je n'avais pas besoin que tu saches ce que j'avais fait. J'avais besoin que tu m'aimes pour qui j'étais, et tu ne pouvais pas faire ça. David se leva brusquement. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, Emma est désormais ma femme. Quoi qu'il arrive entre vous et sa mère, elle ne devrait pas être punie pour des erreurs commises sur la base d'informations incomplètes. Léo observa le jeune officier un long moment. Que suggérez-vous, Major? Je suggère qu'Emma mérite une chance de connaître son vrai père, de construire une relation fondée sur la vérité plutôt que sur des suppositions. Et si elle ne veut pas de cette chance, David regarda Emma, qui pleurait en silence. Alors, tant pis pour elle. Mais elle devrait avoir la possibilité de choisir. Léo hocha lentement la tête. Très bien, Emma. Tu as le choix. Tu peux venir avec Monica et Gordon dans l'exil qu'ils ont choisi. Ou tu peux rester et apprendre qui est vraiment ton père. Emma regarda sa mère, puis Gordon, puis son nouveau mari. Finalement, elle regarda Léo avec des yeux qui le voyaient clairement pour la première fois depuis des années. Je te choisis, murmura-t-elle. Je choisis mon vrai père. Pour la première fois de la soirée, le sourire de Léo était sincère. Ensuite, on recommencera. Tous. Mais d'abord, il se tourna vers Gordon et Monica. Vous avez 10 minutes pour quitter ce bâtiment avant l'arrivée de Julia Martinez avec le FBI. Je vous suggère d'utiliser ce temps à bon escient. Tandis que Gordon et Monica s'enfuyaient dans la nuit, Léo observa la réception de mariage en ruine et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 22 ans. La paix. Chapitre 7. Le chasseur émerge. 3 jours après le désastre du mariage, Léo était assis dans sa guérite du complexe industriel, mais il ne surveillait pas les portes. Il surveillait plusieurs écrans d'ordinateur diffusant des images de surveillance de Riverside. Son simple personnage de gardien avait été la couverture parfaite pour des activités nécessitant l'anonymat et l'accès à des lieux ignorés. Son téléphone vibra. Un SMS de David. Monsieur, il faut qu'on parle. Il y a un problème avec Emma. Léo s'attendait à cet appel. Les conséquences psychologiques d'avoir vu sa vision du monde s'effondrer ne se sont pas dissipées en 3 jours. Il l'avait vu chez des soldats qui découvraient que leur commandant leur avait menti. Chez des civils qui apprenaient que leur gouvernement les avait trahis. Où? Léo a répondu par SMS à notre appartement. Emma refuse de quitter la chambre. Léo a éteint ses écrans et verrouillé le poste de sécurité. Son remplaçant n'arriverait pas avant 6 heures, mais c'était le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Il avait déjà remis sa démission, avec effet immédiat. 20 minutes plus tard, Léo se tenait devant l'appartement de David et Emma. Lorsque David ouvrit la porte, Léo fut frappé par le vieillissement du jeune officier en seulement 3 jours. Le soldat confiant qui s'était levé à la réception de mariage paraissait épuisé et abattu. Elle refuse de manger, dit David sans préambule. Elle ne parle pas, elle fixe le mur et pleure. Je ne sais pas comment l'aider, acquiesça Léo. Stress post-traumatique. Elle est en train de gérer l'effondrement de tout ce qu'elle croyait réel. Où est-elle? Dans sa chambre. Elle ne verra personne. J'ai essayé de la prévenir pour dire qu'elle était malade, mais elle est censée se présenter à sa nouvelle affectation la semaine prochaine. Léo traversa l'appartement, remarquant les cadeaux de mariage encore dans les cartons, les fleurs déjà fanées. On aurait dit une vie interrompue, et c'était exactement ce qu'elle était. Il frappa à la porte de la chambre. Emma, c'est ton père. Va-t'en, répondit-il d'une voix étouffée. J'entre. Léo ouvrit la porte et trouva Emma recroquevillée sur le lit, en pyjama, entourée de mouchoirs, comme si elle n'avait pas dormi depuis le mariage. Elle leva vers lui des yeux rouges et gonflés. J'ai tout gâché, murmura-t-elle. Léo s'assit au bord du lit et, pour la première fois depuis des années, Emma ne broncha pas, non, tu n'as rien fait. Tu as fait des erreurs en te basant sur des informations données par des personnes en qui tu avais confiance. Je t'ai humilié devant tout le monde. Je t'ai traité de bonne à rien. J'ai dit, personne ne voudrait de toi.
Si, tu l'as fait, Emma tressaillit à sa confirmation brutale. Comment peux-tu me pardonner? Parce que tu es ma fille, dit simplement Léo. Et parce que je comprends comment c'est arrivé. Ta mère a passé 22 ans à te répéter que j'étais une ratée, que j'avais honte de moi. Tu crois ce que t'a dit la personne censée te protéger. Mais j'aurais dû le savoir. J'aurais dû demander. J'aurais dû. Aurais-tu dû quoi? Interroger ta propre mère pour savoir si elle te mentait au sujet de ton père. Léo secoua la tête. Emma, tu étais enfant quand tout a commencé. Les enfants croient ce que leurs parents leur disent, puis tu es devenu adulte et les schémas étaient déjà établis. Emma se redressa lentement. Parle-moi de la Task Force Reaper. Léo resta silencieux un long moment. La plupart de ces informations sont encore classifiées. Ce que je peux te dire, c'est que nous sommes allés dans des endroits où les soldats américains n'étaient pas censés être et que nous avons fait des choses qui n'ont jamais eu lieu officiellement. As-tu tué des gens? Oui, beaucoup de gens. Assez. Emma observa le visage de son père. Le regrettes-tu? Je regrette la nécessité de le faire, dit prudemment Léo. Mais non, je ne regrette pas d'avoir protégé mon pays et mes camarades soldats. Je ne regrette pas d'avoir arrêté des gens qui auraient tué des Américains innocents s'ils avaient réussi. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi n'es-tu pas resté dans l'armée? Léo sourit tristement. Parce que ta mère était enceinte et que je voulais être père plus que soldat. Je pensais pouvoir avoir les deux, mais l'armée ne fonctionne pas comme ça. Pas pour les opérations spéciales. Alors, tu as tout abandonné pour nous. Pour la famille que je pensais que nous pourrions fonder. Emma pleurait de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas de l'apitoiement sur soi. Je l'ai gâché. J'ai gâché ton sacrifice. Je l'ai gâché parce que j'avais honte de toi. Non, dit Léo fermement. Tu n'as rien gâché. Tu es devenu officier. Tu as épousé un homme bien. Tu as construit une vie. Le fait que tu n'aies pas apprécié tes origines n'enlève rien à ce que tu as accompli. Mais je t'ai blessé. Pendant des années, je t'ai blessé. Léo tendit la main et prit celle de sa fille. Emma, veux-tu savoir la vérité? Ça m'a fait mal. Chaque commentaire dédaigneux, chaque fois que je me suis effondré, chaque fois que tu as agi avec gêne d'être ma fille, ça m'a profondément blessé. Mais ça ne m'a jamais fait cesser de t'aimer. Aïe. Parce que l'amour ne dépend pas de l'appréciation. L'amour, c'est choisir de se soucier de quelqu'un même s'il ne se soucie pas de toi en retour. Emma lui serra la main. Je veux te connaître, la vraie toi. Je veux comprendre qui est vraiment mon père. Ça va prendre du temps et ce sera difficile. L'homme que je suis vraiment n'est pas l'homme doux et inoffensif avec qui tu as grandi. Je suis plus dur que ça, plus dangereux que ça. Montre-moi, dit Emma. Léo étudia son visage. Tu es sûr? Une fois que tu auras vu qui je suis vraiment, tu ne pourras plus le voir. J'en suis sûr. Léo se leva. Habille-toi. Un treillis de combat si tu en as. On va au stand de tir. 1 heure plus tard, Léo et Em se trouvaient sur un stand de tir privé à 30 mètres de Riverside. Léo avait troqué son uniforme de sécurité pour une tenue tactique noire qui le transformait complètement. Emma observait, stupéfaite, son père assembler un fusil de précision avec la fluidité de quelqu'un qui l'avait déjà fait des milliers de fois. Ses mains bougeaient sans réfléchir, la mémoire musculaire guidant chaque mouvement. Remington 700, dit Léo en travaillant. Modifié pour la précision à longue portée. Pas un équipement militaire, mais assez proche. À quelle distance peut-on tirer avec une telle précision? Environ 900 mètres dans de bonnes conditions. Emma déglutit difficilement. As-tu déjà eu affaire à des gens? Oui. Léo termina l'assemblage du fusil et tendit à Emma une arme plus petite, une arme de poing militaire standard. Voyons ce que tu retiens de ta formation d'officier. Pendant les 2 heures qui suivirent, Léo fit subir à Emma des exercices de tir qui la poussèrent bien au-delà de tout ce qu'elle avait appris dans l'armée. Il se déplaçait comme une force liquide, passant d'une position à l'autre et d'une arme à l'autre avec une grâce mortelle. Encore une fois, dit-il après qu'Emma eut raté un tir difficile. Sens la détente se briser. N'appuie pas brusquement. Caresse-la. Emma essaya à nouveau et atteignit la cible en plein centre. À la fin de la séance, Emma tirait à un niveau qui aurait impressionné ses instructeurs militaires.
Mais surtout, elle commençait à comprendre ce qu'était son père. « C'est ça que tu as fait ?» demanda-t-elle tandis qu'il rangeait les armes. « Tu étais sniper, entre autres. » Sniper, spécialiste de l'infiltration, expert en combat rapproché, agent de renseignement. J'ai été entraîné pour être une arme complète. Emma regarda son père avec un regard neuf. Et tu as abandonné tout ça pour travailler dans la sécurité? J'ai abandonné tout ça pour être ton père, corrigea Léo. Mais Emma, tu dois comprendre quelque chose. Je n'ai jamais cessé d'être ce pourquoi j'ai été formé. J'ai juste mis cette partie de moi-même de côté jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Alors qu'il retournait vers la ville, Emma resta silencieuse un long moment. Finalement, elle prit la parole. Qu'est-il arrivé à maman et à Gordon? Gordon s'est rendu au FBI hier. Il est sous le coup d'accusations fédérales pour bigamie et fraude. Sa femme a demandé le divorce et demande la garde exclusive de leurs enfants. Enfants. Et maman Monica a emménagé chez sa sœur à Phoenix. Elle a signé les papiers du divorce sans les contester. Emma a hoché la tête. Penses-tu qu'il y ait une chance que tu lui pardonnes un jour? Léa resta silencieuse un instant. Emma, ta mère n'a pas seulement trahi notre mariage. Elle a passé 22 ans à détruire systématiquement ma relation avec toi. Elle t'a appris à avoir honte de moi, à me voir comme une personne sans valeur, à souhaiter être quelqu'un d'autre. Mais si elle s'excusait, certaines choses ne peuvent pas être effacées par des excuses, dit Léo fermement. Certaines trahisons blessent trop profondément. Certains dommages sont permanents. Emma, compris. Et moi? Peux-tu me pardonner? Léo tendit la main et la serra. Tu n'as pas besoin de mon pardon, Emma. Tu dois te pardonner à toi-même. Et ensuite, tu devras décider qui tu veux être à l'avenir. Je veux être ta fille, dit doucement Emma. Ta vraie fille, pas celle que maman a créée. Alors, c'est elle que tu seras. Alors qu'ils entraient dans la résidence de David et Emma, le téléphone de Léo sonna. L'afficheur indiquait un numéro qu'il n'avait pas vu depuis 15 ans. Shepard dit une voix venue de son passé. Nous avons un problème. L'expression de Léo se durcit. Quel genre de problème? Le genre qui requiert des compétences anciennes. Peux-tu parler? Léo regarda Emma, qui l'observait avec des yeux curieux. Je te rappelle dans 10 minutes. Après avoir raccroché, Emma demanda. Tout va bien? Je ne sais pas encore, répondit Léo. Mais Emma, tu voulais savoir qui est vraiment ton père. Tu es peut-être sur le point d'en découvrir plus que tu ne l'avais prévu. Chapitre 8. Un fantôme du passé. Léo rappela son ancien coéquipier depuis le parking de l'immeuble d'Emma. La voix qui répondit était celle de Carrie Grave, spécialiste communication de la Task Force Reaper et amie proche de Léo pendant leurs années d'opération. Carrie, ça fait longtemps. Léo dit, pas assez longtemps, Shepard. Écoute, on a un problème. 3 de nos anciens membres sont morts. Léo sentit la glace se former dans son estomac. Aïe. Des coups de maître ont fait passer ça pour des accidents, mais je connais les signatures. Quelqu'un nous traque, Léo. Quelqu'un qui connaît nos véritables identités. Qui reste-t-il d'autre? Toi, moi, Dave Atkins et Lance Sweeney. C'est tout sur l'équipe initiale de 8 hommes. Léo fit le calcul rapidement. La moitié de leur unité était morte. Tuée par quelqu'un qui connaissait des détails intimes d'opérations classifiées qui étaient censées être enterrées à jamais. Où es-tu maintenant? Demanda Léo. Une planque dans le Montana. Dave et Lance sont ici avec moi. Il faut qu'on se voie, Léo. Celui qui fait ça ne s'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas tous morts. Pourquoi maintenant? Cela fait 15 ans que l'unité a été dissoute. C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Peux-tu venir? Léo leva les yeux vers l'immeuble où sa fille essayait de reconstruire sa vie avec son nouveau mari. C'est compliqué. J'ai de la famille maintenant. Je suis au courant pour le mariage, Carrie. J'ai vu la vidéo en ligne. Félicitations pour avoir enfin enlevé le masque. Vous avez vu ça? La moitié d'Internet l'a vu. L'article « Un héros de guerre révèle la vérité au mariage de sa fille » est tendance depuis 3 jours, ce qui pourrait expliquer pourquoi quelqu'un nous cible maintenant. Les implications ont frappé Léo comme un coup de massue. En révélant publiquement sa véritable identité,
Il s'est peut-être exposé non seulement à lui-même, mais aussi à toute son ancienne unité, à celui qui les traquait. Léo a murmuré. Ouais. Tu peux venir ou pas? Léo a de nouveau regardé l'appartement, puis a pris sa décision. Donne-moi l'adresse. J'arrive demain. Léo, viens armé et surveille tes arrières. Qui que ce soit, ils sont bons. Après avoir raccroché, Léo est resté assis dans sa voiture un long moment, pesant ses options. Il pouvait ignorer l'appel de Carrie, rester à Riverside et espérer que celui qui traquait ses anciens coéquipiers ne le trouverait pas. Mais cela signifierait vivre à nouveau caché, et il en avait fini avec la clandestinité. Plus important encore, cela signifierait mettre Emma et David en danger si les chasseurs le trouvaient. Lui. Léo remonta et trouva Emma et David qui l'attendaient dans le salon. Ils comprirent à son expression que quelque chose de grave se passait. « Je dois m'absenter un moment », dit Léo sans préambule. « Combien de temps ?» demanda Emma. « Je ne sais pas. Peut-être quelques jours, peut-être plus. » David se pencha en avant. « Monsieur, est-ce une affaire militaire ?» Léo réfléchit à ce qu'il allait leur dire. « Une affaire d'anciens militaires. Des gens avec qui j'ai travaillé sont en difficulté. Ils ont besoin de mon aide. » « Quel genre de problème ?» insista Emma. « Le genre de problème où les gens finissent morts. » Emma et David échangèrent un regard. « Papa, ça a l'air dangereux. »« C'est dangereux, » admit Léo. « C'est pourquoi je vous demande à tous deux d'être très prudents pendant mon absence. N'allez nulle part seul. Ne faites pas confiance aux inconnus. Si quelque chose ne va pas, appelez-moi immédiatement. »« Vous pensez que nous pourrions être en danger ?» demanda David. « Je crois que je nous ai tous pris pour cible en révélant qui j'étais vraiment au mariage, » dit Léo avec sincérité. « J'espère me tromper, mais j'ai besoin d'en être sûr. » Emma se leva brusquement. « Je viens avec toi. »« Absolument pas, papa, je suis officier. J'ai suivi ma formation. »« Toi, tu es formé aux opérations militaires conventionnelles, » corrigea Léo. « C'est tout autre chose. C'est le genre de travail qui ne figure dans aucun manuel ni programme d'entraînement. »« Alors, apprends-moi, » dit Emma avec obstination. Léo regarda sa fille, la regarda avec intensité. 3 jours plus tôt, elle était une jeune femme gâtée qui pensait que son père ne valait rien. Maintenant, elle se portait volontaire pour aller au danger pour l'aider. La transformation était remarquable. « Emma, tu n'es pas prête pour ça. Et je ne risquerai pas de te perdre après t'avoir retrouvé. Et je ne risquerai pas de te perdre après avoir découvert qui tu es vraiment, » rétorqua Emma. David s'éclaircit la gorge. « Monsieur, si je peux me permettre un compromis, et si Emma et moi nous installions temporairement pendant que vous gérez cette situation, dans un endroit sûr, à l'écart, mais où nous pourrions apporter notre soutien si nécessaire. » Léo réfléchit à la question. Cela les mettrait à l'abri du danger immédiat tout en les gardant suffisamment prêts pour pouvoir intervenir si les choses tournaient mal. « Il y a une planque à environ 80 km de là où je dois me rendre, » dit-il finalement. « Une sécurité de niveau militaire, complètement isolée. Vous pourriez y rester pendant que je m'occupe de ça. »« Et si vous avez besoin de nous, » demanda Emma. « Je vous appellerai. » En quelques heures, Léo avait pris des dispositions pour qu'Emma et David soient transportés dans un centre sécurisé du Montana, pendant qu'il se rendait séparément chez ses coéquipiers survivants. Alors qu'il rangeait son équipement, ses armes et son matériel qu'il n'avait pas touché depuis des années, Léo ressentit la montée d'adrénaline familière des préparatifs de combat. Le garde du portail avait disparu à jamais. L'homme qui avait émergé de cette chrysalide était quelqu'un de bien plus dangereux. Le téléphone de Léo vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu lui parvint. « Nous savons qui vous êtes maintenant, Shepard. Nous savons où vous habitez. On sait pour ta famille. Viens seul, sinon ils mourront aussi. » Léo fixa le message un long moment, puis répondit, « Qui est-ce » La réponse fut immédiate. « Quelqu'un que tu aurais dû tuer quand tu en avais l'occasion. » Le sang de Léo se glaça. Le message ne pouvait signifier qu'une chose. Quelqu'un de ses anciennes opérations avait survécu. Quelqu'un qui avait passé des années à préparer sa revanche contre l'équipe qui avait détruit leur organisation. Il rappela rapidement Carrie. Changement de plan. Je suis aussi traqué. Quelqu'un vient de menacer ma famille. Seigneur. Léo, tu sais qui ? Quelqu'un qu'on a laissé en vie et qui n'aurait pas dû l'être.
La liste est longue. Oui, mais qui que ce soit, ils ont juste fait une erreur. Quelle erreur? Léo vérifia ses armes une dernière fois, sa voix retombant dans ce calme mortel que ses ennemis avaient appris à craindre. Il menaçait ma fille. Chapitre 9, le retour du berger. La planque du Montana était une forteresse camouflée en pavillon de chasse, construite à flanc de montagne, avec une vue imprenable à des kilomètres à la ronde. Léo arriva après 15 heures de route et trouva Cary Grave, Dave Atkins et Lance Sweeney qui l'attendaient avec suffisamment d'armes pour équiper une petite armée. Shepard, dit Cary en embrassant son ancien commandant. Content de te revoir. Malgré ces circonstances, Léo regarda ses coéquipiers survivants. Ils avaient tous changé au cours des 15 années écoulées depuis la dissolution de la Task Force Reaper, mais l'essence même de chacun était restée intacte. C'étaient des personnes à qui il confiait sa vie dans les endroits les plus dangereux du monde. Tenez-moi au courant, dit Léo. Dave Atkins, leur ancien expert en explosifs, sortit une tablette montrant des images de surveillance. Marcus Webb tué dans un accident de voiture à Denver il y a 3 semaines. Des conduites de frein sectionnées, mais la police locale a attribué l'incident à une panne mécanique. Owen Compton a fait une crise cardiaque dans son sommeil à Chicago il y a 2 semaines, ajouta Lance. Sauf que le coroner a découvert des micro-perforations compatibles avec une injection de poison. Et Kirk Bruce, accident de randonnée dans le Colorado la semaine dernière, conclut Cary. Il est tombé d'une falaise qu'il avait escaladée des dizaines de fois. Pas de témoins, pas d'explication. Léo a étudié les photos de ses coéquipiers morts. Un travail de professionnel. Celui qui fait ça connaît nos capacités et nos faiblesses. Il y a plus, dit Cary d'un ton sombre. Chacun d'eux a reçu le même message avant de mourir. Le même que celui que tu as reçu concernant ta famille. Quelqu'un que nous aurions dû tuer quand nous en avions l'occasion. Répéta Léo. Des idées? Trop. Dave dit, nous avons démantelé de nombreuses organisations au fil des ans. Ça pourrait être n'importe qui ayant survécu et gardé rancune. Le téléphone de Léo sonna. Emma, papa, nous sommes en sécurité à l'endroit où vous nous avez envoyés, mais David a analysé le message de menace que vous avez reçu. Il pense reconnaître la formulation. Mets-le sur haut-parleur. La voix de David était distincte. Monsieur, l'expression « quand vous en avez eu l'occasion » est un terme militaire spécifique. Elle suggère quelqu'un avec une formation officielle, peut-être une expérience dans les opérations spéciales. Cela ne précise pas grand-chose, dit Lance. En fait, c'est le cas, dit lentement Léo. Combien d'opérations avons-nous menées avec des cibles que nous avons choisi de ne pas éliminer? Le silence se fit tandis que les 4 hommes repensaient à leur mission secrète. L'opération Bratva en Roumanie, dit finalement Cary. On nous avait ordonné d'extraire le trafiquant d'armes, pas de le tuer, et l'infiltration du cartel en Colombie, ajouta Dave. Nous aurions pu éliminer leurs dirigeants, mais les services de renseignement les voulaient vivants pour les interroger, mais celui qui m'a toujours dérangé, dit Lance doucement, c'était Budapest. Le visage de Léo se durcit. Alejandro Thomas. Son nom flottait dans l'air comme une malédiction. Alejandro Thomas était un agent de la CIA rebelle qui vendait des informations classifiées aux plus offrants. La Task Force Reaper avait été envoyée pour l'éliminer. Mais lorsqu'ils avaient coincé Thomas dans une planque de Budapest, ils avaient découvert qu'il détenait des otages. 3 travailleurs humanitaires américains. Léo avait pris la décision tactique de laisser Thomas s'échapper plutôt que de risquer des pertes civiles. C'était le bon choix moral, mais cela le hantait depuis des années. Thomas avait accès aux dossiers personnels classifiés. Cary a dit qu'il aurait pu tous nous identifier et qu'il avait la formation pour planifier et exécuter des assassinats. Dave a ajouté. Le téléphone de Léo a vibré, un autre message a retenti. Tu te souviens de Budapest, Shepard? Tu te souviens du choix que tu as fait? Maintenant, tu dois en faire un autre. Viens là où tout a commencé, là où ta fille apprend ce que c'est que de tomber d'une grande hauteur. C'est lui, dit Léo d'un ton sombre. Thomas est à Budapest. Et il surveille Emma. Comment est-ce possible, demanda Cary. Elle est dans un centre sécurisé. Léo se dirigeait déjà vers son équipement. Parce que Thomas était à la CIA, il est au courant pour nos planques. Il planifie tout ça depuis 15 ans. Alors, quel est le plan, demanda Lance. Vous 3, restez ici et coordonnez-vous avec l'équipe de sécurité qui protège Emma et David.
Je vais à Budapest. Et toi? Carrie a dit qu'on y allait ensemble ou pas du tout. C'est ma famille qu'il menace. Et nous sommes ton équipe, dit Dave fermement. La Task Force Reaper ne laisse personne derrière. Léo regarda ses 3 coéquipiers survivants furent saisis d'une vague de gratitude qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années. Ces hommes étaient prêts à retourner en enfer avec lui. Comme au bon vieux temps. D'accord, dit-il, mais on fait ça bien. Pas de cow-boy. Pas de risques inutiles. On y va vite, proprement et discrètement. Thomas meurt, et on rentre tous à la maison. Comme à Budapest, dit Carrie, sauf que cette fois, on finit le travail. Comme à Budapest, acquiesça Léo. Sauf que cette fois, je ne choisis pas la clémence. 12 heures plus tard, la Task Force Reaper embarquait à bord d'un jet privé pour la Hongrie. Léo regardait par le hublot tandis qu'il traversait l'Atlantique, pensant au jeune agent de la CIA qu'il avait épargné 15 ans plus tôt, et au monstre que Mercy avait créé. Certaines erreurs prenaient des décennies à corriger. Mais Léo Jensen, le vrai Léo Jensen, le berger, l'homme qui avait reçu la médaille d'honneur du Congrès dans des lieux qui n'existaient pas officiellement, allait enfin remettre les pendules à l'heure. Le garde était mort. Le fantôme revenait pour finir ce qu'il avait commencé. Et cette fois, il n'y aurait aucune pitié pour quiconque a menacé sa famille. Alors que l'avion montait vers l'espace aérien européen, Léo a vérifié ses armes une dernière fois et a souri. Alejandro Thomas pensait qu'il chassait un homme qui était devenu doux dans la vie civile. Il était sur le point de découvrir que certains prédateurs n'ont jamais perdu leur avantage. Ils ont juste appris à mieux le cacher. Épilogue. Nouveau début. 6 mois plus tard, Léo Jensen se tenait dans la cuisine de sa nouvelle maison. Une modeste maison de 2 étages avec d'excellentes vitesses et plusieurs voies de sortie. Choisi avec la conscience tactique qui ne le quitterait jamais complètement. Le rapport officiel a déclaré qu'Alejandro Thomas était décédé dans une explosion de gaz dans sa maison de sécurité Budapest avec 3 associés non identifiés. Il n'y avait aucune mention de Task Force Reaper. Emma a frappé à la porte et est entrée sans attendre la permission, une habitude qu'elle a développée depuis que Léo était revenu d'Europe. Elle portait des vêtements civils. Maintenant, elle avait démissionné de sa commission pour prendre position avec une entreprise de sécurité privée spécialisée dans la protection des dirigeants d'entreprises avec des contrats gouvernementaux. Matin, papa, dit-elle en embrassant sa joue alors qu'elle se versait un café. David est en retard. Il a eu un briefing précoce à la base. Comment la vie conjugale vous traite-t-elle? Demanda Léo. Mieux vaut maintenant que je n'ai pas honte de mon père, répondit Emma avec un sourire. David dit qu'il a appris davantage sur de vraies tactiques de nos séances de formation le week-end que dans 4 ans de formation des officiers. Léo hocha la tête avec approbation. Au cours des 6 derniers mois, il avait enseigné les compétences Emma et David qui n'étaient pas couvertes dans aucun manuel militaire. Ils se sont tous deux révélés être d'excellents étudiants. En parlant de formation, a déclaré Emma, Carrie a appelé, vous voulez savoir si vous êtes intéressé par ce contrat de conseil. Après Budapest, les anciens coéquipiers de Léo avaient lancé une société de conseil militaire privé. Ils ont offert des services au gouvernement et aux sociétés qui avaient besoin de problèmes résolus discrètement et efficacement. C'était un travail lucratif, mais pas toujours légal. Je le considère, a déclaré Léo, mais seulement à temps partiel. Je veux être disponible pour ma famille. Emma sourit. T'as vrai.